pourquoi, je ne sais pas, par exemple, il y a un problème, il y a une question qui se pose, donc ça active certains éléments, ça remonte dans la mémoire à rechercher ce qu'il y a là-dedans. Mais comme on a des boucles archétypales, vont faire que cette activation va se propager pas à tout AC, mais à une partie de AC. Et ici, ce sont des corégulateurs intentionnels qui sont liés à cette partie qui est activée. Qu'est-ce qui va se passer? Cette activation par les boucles archétypales dure longtemps. Donc, le fait qu'on active A fait qu'on va activer une décomposition de A, quelque chose, un P, dont A est la colimite. Par conséquent, cette activation va pouvoir ensuite redescendre, éventuellement avec des balancements complexes passer à d'autres, etc. Donc on voit que tout ce qui est activé va être très grand, il y a quelque chose de très important, et par conséquent, toutes les informations vont revenir sur ces corégulateurs, puisque là, ils étaient liés simplement par là, tout ceci s'active, donc toutes ces informations vont remonter à ces corégulateurs. Ce qui va leur permettre de construire ensemble un certain paysage, un macro-paysage qui unit leurs différents paysages et qui de plus, puisque là on est descendu à des niveaux beaucoup plus grands, a un lien avec ce qui est structurellement en dessous, beaucoup plus de niveau inférieur, et puis également avec, parce que chaque fois tous les liens ont des durées, donc également ces informations peuvent correspondre à des choses qui se sont passées dans un passé récent. De plus, puisque là ça s'auto-active tout le temps, ça reste pendant longtemps, et donc d'une certaine façon ça va influencer le futur. Donc on voit que ce macro-paysage, et enfin ces macro-paysages, puisqu'il va y avoir des suites d'emboîtés de macro-paysages, dans ces macro-paysages, tous ces CR vont pouvoir chercher une procédure commune et vraiment agir ensemble, médiatisé par donc ce noyau archétypal, pour arriver en particulier à former de nouvelles procédures et en particulier former de nouveaux objets archétypaux qui eux-mêmes vont pouvoir ensuite permettre que dans AC l'activation s'étende beaucoup plus grande et puisse arriver à d'autres corégulateurs peut-être tout à fait différents. Bon, alors là je ne veux pas développer, je vais juste pour finir donner un exemple dont j'avais parlé, donc la naissance du cubisme. Alors, quel est le lien? Eh bien, on avait donc dans les années 1908-1910, il y avait des... Donc, on part d'un DMS, en fait, qui serait... Le D ne serait pas une agence de design, mais le monde de l'art en France au début du XXe siècle. Et avec, dans les corégulateurs, on a des groupes de peintres, par exemple les impressionnistes qui existent encore, d'autres, les peintres académiques, etc., mais également des critiques, des marchands d'art, etc. Donc tous les groupes sociaux qui interviennent. Et comment va se développer le cubisme? Eh bien, on a deux peintres, qui sont Picasso et Braque, qui qui déjà par eux-mêmes ont plus ou moins les mêmes goûts, c'est-à-dire ont déjà des objets archétypaux qui sont très proches les uns des autres. Et donc, ils se connaissent, donc ils vont en plus se stimuler mutuellement, et donc former par eux-mêmes, donc former vraiment de nouveaux objets archétypaux qui vont prendre une valeur dans leur groupe. Et puis beaucoup d'autres gens vont venir les rejoindre, et par conséquent, il va y avoir donc un CR qui va être formé par tout ça. Et vous voyez là par exemple, ces deux tableaux, l'un est de Braque et l'autre est de Picasso, et il est très difficile de les reconnaître. C'est-à-dire vraiment, les objets archétypaux sont tels qu'on en arrive à vraiment beaucoup de choses en commun. Et donc, en travaillant en commun, ils vont justement dans l'archétype, en utilisant cet archétype, ils vont développer cet archétype, essayer de comprendre quelles sont les théories sous-jacentes, donc leur conception de l'art, de ce groupe de peintres, peintres et sculpteurs d'ailleurs, va se développer au cours du temps. Et donc voilà, donc, dans un CR déterminé. Mais maintenant, eh bien,
par émulation, il va y avoir d'autres gens qui vont voir leur tableau, qui vont éventuellement, s'ils les aiment, se joindre au groupe, etc. Et là, je vous donne l'exemple du sculpteur Xaki, qui était un Hongrois et qui est arrivé en France en 1908 et qui ensuite a été naturalisé français. Et donc là, on voit bien, enfin on le voit mal d'ailleurs, donc bien mal. comment le fait par des complexifications successives, en utilisant ces objets archétypaux, donc les différentes conceptions qui ont été prises, comment ça va passer d'une représentation assez classique d'un visage à des représentations un petit peu différentes. Là c'est sur 5 ans. Et puis à la fin, donc plus stylisée, et enfin, celle-ci on ne la voit pas, mais c'est dommage. On voit bien ce que ça fait. On a l'équivalent pour Giacometti, qui est très clair aussi, de ce genre d'évolution. Oui, oui, oui. Ah ben, je pense pour beaucoup de gens. Disons, bon, j'ai pris Xaki parce que Jean-Paul connaissait très bien Xaki. Enfin, disons, sa famille était très liée avec Xaki. Donc vraiment, il y a des tas de sculptures, etc. Bon, et maintenant, là, nous avons ça, tout ça, c'est dans un CR particulier, le CR des cubistes, qui devient de plus en plus grand, mais enfin, bon, ça reste dans un CR. Et si ça restait dans ce CR, eh ben, ça ne donnerait rien. Mais le fait que c'est quand même des gens voient ces sculptures, voient les tableaux, donc d'autres groupes, d'autres CR, des critiques en particulier, des marchands d'art, vont intervenir. C'est-à-dire vont se poser des questions. Qu'est-ce que c'est ou pas? Bon, si ça ne leur plaît pas, normalement ça s'en va. Alors là, le problème, c'est que c'est très divisé. Il y a eu des critiques qui trouvaient ça parfait, mais il y a eu aussi des critiques qui n'aimaient pas. D'ailleurs, le mot cubisme a été introduit comme une plaisanterie. Parce qu'il y avait des petits cubes, quelqu'un qui a écrit, un critique qui a écrit, il y avait des petits cubes partout. Donc effectivement, ça aurait pu dégénérer. En fait, justement, peut-être le mot cubisme a permis que ça accroche un certain nombre de gens, et en particulier un marchand d'art, Kahnweiler, qui a été intéressé par ce qui s'était fait, et qui par conséquent a acheté leurs œuvres. Parce que si personne ne l'avait acheté, supposons que personne ne l'ait acheté, à ce moment-là, il ne serait rien passé, ils n'auraient pas pu continuer. Il y a quel statut, le mot cubisme, dans ta formalisation? Eh bien, dans ma formalisation, c'est l'objet archétypal qui va être. C'est l'objet archétypal. Il va former un objet archétypal, c'est-à-dire justement la conception, le cubisme en tant que conception artistique forme un objet archétypal, initialement qui était restreint dans le petit groupe et qui va s'étendre beaucoup plus. Et parce que justement les œuvres ont bien été achetées et tout, ça va permettre que la diffusion, donc le cubisme est devenu un objet archétypal qui prend une valeur universelle d'une certaine façon. Voilà. Eh bien, je m'en arrête là en queue de poisson. Donc Mamufi est aussi un objet archétypal alors peut-être? Oui, j'espère que ça deviendra un objet. Oui. Pour l'instant, c'est un objet archétypal pour un certain groupe de gens, mais on peut imaginer, justement, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, peut-être qu'une autre fois, petit à petit, on pourrait imaginer un amphi à la place. Bon, on a... Merci vivement, c'est formidable, on a au moins une demi-heure. Moi j'ai qu'une question à poser, mais qui est un peu générale, parce qu'il y a deux volets.